Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous allons aujourd'hui continuer notre chapitre d'histoire et nous allons parler des premiers empires coloniaux au XVIe siècle. Un empire colonial désigne un système dans lequel une métropole impose sa domination sur des territoires extérieurs à ses frontières qui sont appelés ses colonies. Elle les occupe, les dirige et les exploite pour son propre intérêt. Les premiers grands empires coloniaux sont ceux de l'Espagne et du Portugal. Commençons avec le Portugal, qui a été à la pointe des expéditions maritimes dès le XVe siècle. Le prince Henri le Navigateur, dont j'ai joint un portrait ici, était le troisième fils du roi Jean Ier du Portugal. Il est né en 1394. Bien qu'il n'ait pas été un explorateur lui-même, il a joué un rôle important en soutenant les voyages d'exploration. Sous son patronage, les explorations portugaises ont permis de cartographier la côte africaine, d'y établir des comptoirs commerciaux et d'y découvrir des ressources précieuses comme l'or, l'ivoire et les épices. Cela a également conduit à l'établissement de relations commerciales avec des royaumes africains comme le Ghana ou le Mali. Les Portugais ont établi de nombreux comptoirs commerciaux sur la côte ouest de l'Afrique. Le port de Ceuta, au Maroc, a été pris par les Portugais en 1415 et il leur a permis de contrôler le commerce en Méditerranée. Il a servi de base pour des explorations ultérieures. Les Açores et l'île de Madère, dans l'océan Atlantique, ont été colonisées par les Portugais au cours du XVe siècle. Elles ont été utilisées comme base pour le commerce maritime, mais aussi pour la culture de la canne à sucre. Luanda, en Angola, a été fondée en 1575. Cette ville a joué un rôle important pour le commerce des esclaves. En effet, les Portugais y ont établi des relations avec des royaumes africains et ont pu fournir des esclaves qui partaient ensuite travailler dans les plantations des colonies américaines. Sur la côte Est, découverte après le voyage de Bartolomé Diaz dont on a parlé dans la précédente vidéo, ils ont établi le comptoir commercial de Mozambique, qui a joué un rôle dans le commerce des épices, de l'or et des esclaves. Après les expéditions de Vasco de Gama, ils ont établi des comptoirs en Asie. Calicut était un important centre commercial où les Portugais ont essayé d'établir des relations commerciales avec les marchands locaux. Mais des tensions sont rapidement apparues avec les commerçants arabes qui étaient déjà présents. En 1510, les Portugais ont conquis Goa, qui est devenue la capitale pour leur empire indien. Également en Inde, Cochin a été un autre port stratégique pour les Portugais pour le commerce des épices. Malacca a été conquise en 1511. Cette ville est située sur le détroit qui permet de relier l'Inde à la Chine. C'est devenu un centre pour le commerce et une zone de transit pour les navires européens vers l'Orient. Enfin, en Chine, Macao est devenu un important port commercial entre la Chine et le reste du monde. Il est resté sous domination portugaise jusqu'en 1999, date à laquelle il a été rétrocédé à la Chine. Du côté américain, le Brésil a été officiellement découvert, entre guillemets, par le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral en avril 1500. Cabral menait alors une expédition vers les Indes. Il suivait les routes maritimes établies par Vasco de Gama, puis il s'est éloigné de sa trajectoire initiale. Il a atteint la côte brésilienne, croyant qu'il s'agissait d'une nouvelle terre. Après cette découverte, le Brésil est rapidement devenu une colonie importante pour le Portugal. Les colons portugais se sont installés dans plusieurs régions du Brésil, notamment à Bahia et à Rio de Janeiro, et ils ont développé des plantations de sucre qui sont devenues la base de l'économie coloniale brésilienne. Bahia est située sur la côte nord-est du Brésil.
C'était une des premières régions à être colonisée par les Portugais. La ville de Salvador, fondée en 1549, est la première capitale du Brésil et un important centre de production de sucre. Les plantations de canne à sucre dans cette région ont prospéré grâce à l'importation massive d'esclaves d'Afrique. Le Brésil est alors devenu l'un des plus grands producteurs de sucre du monde. En 1534, face à la nécessité de mieux administrer le territoire brésilien, le roi Jean III du Portugal a décidé de diviser le Brésil en capitaineries. Ces capitaineries étaient confiées à des capitaines donataires, qui étaient des nobles portugais ou des membres de la haute société qui avaient reçu le droit de coloniser, d'exploiter les ressources et de gouverner leur territoire. Ils avaient également la responsabilité de défendre leur capitainerie contre les menaces extérieures, notamment les incursions de pirates ou de d'autres nations européennes. Au total, 15 capitaineries ont été établies, s'étendant le long de la côte brésilienne. Chaque capitainerie avait ses propres caractéristiques en fonction des ressources disponibles, des populations autochtones présentes et des intérêts économiques. Bien que certaines capitaineries aient connu un certain succès, beaucoup d'autres ont échoué en raison de problèmes de gestion, de conflits avec les autochtones et de difficultés économiques. Cela a conduit à l'intervention directe de la couronne portugaise dans l'administration du Brésil. En 1549, face à ces défis, le Portugal a décidé de créer le gouvernement général du Brésil, avec Salvador comme capitale. Nous allons passer à présent à la seconde partie de la leçon sur l'Empire espagnol. Les voyages de Christophe Colomb, ce navigateur génois au service des rois d'Espagne, bien qu'initié sous le signe de l'exploration, avait également des objectifs de conquête. À l'origine, Christophe Colomb cherchait à atteindre les Indes orientales par une route occidentale, afin de faciliter le commerce des épices et de d'autres richesses. Lors de son premier voyage, en 1492, après avoir accosté sur l'île de San Salvador, probablement l'une des îles des Bahamas, Colomb a continué à explorer d'autres îles des Caraïbes et il est arrivé à Hispaniola. Il a pris possession de ces terres au nom des rois catholiques d'Espagne, affirmant ainsi la souveraineté espagnole sur ces nouveaux territoires. Hispaniola est l'île où se trouvent aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Christophe Colomb a établi la première colonie européenne permanente en Amérique sur cette île. En 1493, lors de son deuxième voyage, il y a fondé la ville de Santo Domingo. Les colons espagnols ont introduit des cultures agricoles comme la canne à sucre et ont établi un système d'exploitation basé sur le travail des populations autochtones ainsi que sur l'importation d'esclaves africains. En plus de la recherche de ressources, de richesses et de territoires, l'évangélisation était un objectif central pour de nombreux conquistadors et explorateurs espagnols. L'évangélisation, c'est le désir de propager la foi chrétienne en convertissant de nouvelles populations. Ainsi, pour les Espagnols, la conquête était vue comme une sorte de mission divine. Des religieux ont accompagné les conquistadors et ont enseigné la doctrine chrétienne. Ils ont fondé des églises, ils ont traduit des textes religieux dans les langues locales, et de nombreux autochtones ont été forcés d'accepter le christianisme. Ceux qui résistaient étaient parfois confrontés à la violence et à la répression. Dans de nombreux cas, un syncrétisme religieux a émergé, c'est-à-dire un mélange entre les croyances chrétiennes et les pratiques spirituelles autochtones. L'empire espagnol en Amérique s'est ensuite rapidement étendu. Cuba, découverte par Christophe Colomb dès son premier voyage, est devenue une colonie espagnole importante, avec une production de sucre et de tabac.
Porto Rico, découverte également par Christophe Colomb en 1493, a été également colonisée rapidement. Entre 1519 et 1521, Hernán Cortés a dirigé une expédition qui a conduit à la chute de l'Empire aztèque en Amérique centrale. Cortés est arrivé sur les côtes du Mexique en 1519 et a rapidement établi des alliances avec des tribus locales qui étaient hostiles aux Aztèques, ce qui lui a permis de renforcer ses forces et de les vaincre. En 1521, après un siège prolongé, Cortés et ses alliés ont capturé la capitale aztèque, Tenochtitlan, située sur le site de l'actuel Mexico. Ils ont alors créé la colonie de la Nouvelle-Espagne, avec Mexico comme capitale. Pizarro, un autre conquistador espagnol, a mené l'expédition qui a abouti à la conquête de l'Empire Inca, qui était l'un des plus vastes et des plus avancés des civilisations précolombiennes en Amérique du Sud. En 1532, Pizarro a profité d'une guerre civile entre des factions rivales de l'Empire Inca pour en faire la conquête. En 1535, il a fondé la ville de Lima, qu'il a nommée la Ciudad de los Reyes, la ville des rois, en tant que capitale du vice-royaume du Pérou. La conquête de l'Empire Inca par Pizarro a eu des conséquences dévastatrices sur les populations autochtones. Les guerres, les maladies introduites par les Européens comme la variole et l'exploitation économique ont conduit au déclin dramatique de la population inca. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. En 1521, Ferdinand Magellan, dont on a parlé dans la précédente vidéo, un explorateur portugais au service de l'Espagne, a été le premier Européen à atteindre les Philippines. En 1565, Miguel López de Legazpi a établi la première colonie espagnole permanente à Cebu et ensuite il a fondé Manille, qui est devenue la capitale de la colonie en 1571. La colonisation espagnole des Philippines a entraîné l'évangélisation des populations autochtones par les missionnaires, l'introduction de nouvelles cultures agricoles et la création d'un système colonial qui a duré plus de 300 ans, jusqu'à la guerre hispano-américaine de 1898. Enfin, la Floride a été explorée et revendiquée par les Espagnols dès le début du XVIe siècle. En effet, à partir de 1513, Juan Ponce de León a été le premier à explorer la région. Il croyait qu'il pouvait y trouver la légendaire fontaine de jouvence, celle qui permettrait de retrouver la jeunesse et d'échapper au vieillissement. Il a établi des contacts avec les populations autochtones, mais ses efforts de colonisation n'ont pas été durables. Il faut attendre 1565 pour que les Espagnols fondent Saint-Augustine, qui est devenue la première colonie européenne permanente sur le continent nord-américain. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de la leçon sur le traité de Tordesillas. Ce traité a été signé le 7 juin 1494 à Tordesillas en Espagne par les représentants des rois catholiques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, et du roi du Portugal, Jean II. Il a visé à diviser les territoires du Nouveau Monde pour réduire les conflits entre les deux pays. À la fin du XVe siècle, tant l'Espagne que le Portugal cherchaient à étendre leurs empires coloniaux, et cette compétition a entraîné des tensions entre les deux royaumes. Le traité de Tordesillas a établi une ligne imaginaire à environ 370 lieues, soit environ 1185 km à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et les territoires découverts à l'est de cette ligne ont été attribués au Portugal, tandis que ceux à l'ouest ont été réservés à l'Espagne. À l'époque du traité, l'Espagne comme le Portugal
étaient des puissances catholiques d'Europe. Donc le pape Alexandre VI a ratifié le traité de Tordesillas. Il cherchait à éviter les tensions entre les deux puissances catholiques et il espérait que cette division des territoires faciliterait l'évangélisation des populations en permettant aux Espagnols et aux Portugais de propager la foi chrétienne sans entrer en conflit entre eux. Le soutien du pape Alexandre VI a renforcé la légitimité du traité. À la suite du traité de Tordesillas, l'Espagne a pu coloniser de vastes territoires en Amérique, notamment l'Amérique centrale, la majeure partie de l'Amérique du Sud, sauf le Brésil, et les Caraïbes. Le Portugal, de son côté, a concentré ses efforts sur le développement de son empire en Afrique, en Asie et au Brésil. La langue portugaise est donc devenue la langue officielle du Brésil. Ainsi, le portugais est parlé au Brésil, tandis que les autres pays d'Amérique latine parlent l'espagnol. Voilà, nous avons terminé cette leçon sur les premiers empires coloniaux. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.